député. La parole est à présent à Monsieur Jean-Paul Lecoq de la Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et la République de Cuba est un moment important dans les relations bilatérales entre l'UE et cette île caribéenne, car elle officialise le retour de relations normales et apaisées. Le débat de cet après-midi a plusieurs objectifs à remplir. Premièrement, et c'est une constante de l'engagement de la présidente et de notre commission des affaires étrangères, il s'agit de faire rentrer les débats internationaux au sein de notre hémicycle où ils sont trop souvent mis de côté. Deuxièmement, parler de Cuba est une occasion rare dans la mesure où c'est un pays trop souvent ignoré, pour ne pas dire volontairement ignoré. Troisièmement, parce qu'il semble très important de mettre en exergue le parcours de cet État en lien avec la politique, la géopolitique internationale actuelle. Permettant l'ouverture de Cuba aux puissances européennes, le document a été signé le 12 décembre 2016 dans le but de mettre en place un dialogue politique et fixe l'organisation des relations commerciales entre les deux parties. Cela marque officiellement la fin de la position commune qui conditionnait depuis 1996 toute coopération européenne à des avancées démocratiques en matière de droits civiques, forme de politique de la carotte appliquée à Cuba. Mais seulement là-bas a-t-on vu une position commune pour la Chine, l'Inde, pour nous-mêmes ou pour quelques pays d'Afrique que l'on exploite allègrement. Il faut peut-être se poser la question de notre prétendue universalité. De quel droit donne-t-on des leçons de démocratie au monde? Un écrivain, Flag Horner, sort un livre dithyrambique sur le président de la République et le voilà consul à Los Angeles. Un homme du président armé illégalement qui tabasse impunément un manifestant en pleine rue. Un gouvernement avec pas moins de 3 mises en examen et 6 enquêtes en cours sur les différents ministres. Un président qui rêve des pleins pouvoirs en bafouant la séparation des pouvoirs à longueur de temps. Quelle belle démocratie que la France. Mais revenons à Cuba. Depuis le renversement de la dictature de Batista en 1959, l'État cubain a connu les pires difficultés pour survivre. Les États-Unis, depuis la doctrine Monroe de 1823, ont toujours considéré l'Amérique du Sud comme leur arrière-cour. Jolie formule, pour désigner une pratique brutale d'ingérence politique et économique menée depuis le XIXe siècle, dans le but de soumettre tout le sud de l'Amérique aux intérêts des États-Unis afin de renforcer sa propre position sur la scène internationale et de profiter des ressources extraordinaires que contient ce continent. Ce positionnement des États-Unis en Amérique du Sud a façonné le paysage américain. Pas un seul changement de régime en Amérique du Sud n'a été totalement étranger aux autorités américaines. Le coup d'État de Batista à Cuba en 1952, celui de 1954 au Guatemala, de 1964 au Brésil, du 11 septembre 1973 au Chili ou encore celui de 1976 en Argentine. Soutenu par les États-Unis, le régime dictatorial cubain de Batista est tombé en 1959 par une révolution populaire menée entre autres par Fidel Castro. Cette révolution a mis en place un régime qu'on aurait pu dire affilié au soviétisme, qui a évidemment déplu aux Américains qui protégeaient le dictateur Batista. Face à ce soulèvement populaire et après l'un des pires échecs militaires américains dans la baie des Cochons en 1961, un blocus a été mis en place autour de l'île. Un acte de guerre, disait Jean-Luc Mélenchon, et nous partageons ce terme. Et cet acte de guerre dure toujours. Ce blocus a évidemment toujours eu pour but de déstabiliser le régime castriste pour faire regretter au peuple de s'être insurgé contre son bourreau. Mais il a obligé Cuba à s'organiser en grande partie seul, lui permettant tant bien que mal de créer les conditions de l'autonomie en nourriture, sur tous les secteurs indispensables, comme l'éducation, la santé. Et malgré les grandes difficultés qu'il a connues, le peuple cubain s'en est sorti. Mais cette île caribéenne est toujours autant critiquée par nombre d'observateurs internationaux. Parler aujourd'hui de Cuba, c'est aussi contester, dénoncer le phénomène de 2 poids, 2 mesures, qui subsiste au cœur des relations internationales encore aujourd'hui, et je ne pense pas que la ministre me démentira. L'indignation sélective est une pierre angulaire des relations internationales actuelles. Mais à l'ère où l'on tente de mettre en exergue des valeurs universelles comme celle des droits de l'homme, il n'est plus envisageable de continuer ainsi. Lorsqu'en Chine, un ressortissant français est empêché de sortir du territoire, le gouvernement français est pétrifié par peur de perdre l'argent du commerce. A contrario, notre pays est capable de déclencher des guerres partout où ça l'arrange en se couvrant de bonnes intentions pour des motifs économiques. Côté droits de l'homme, l'État cubain est trop souvent mis en exergue. Qu'en est-il
des exilés kurdes en Turquie, en Syrie, en Irak, des États-Unis qui coupent unilatéralement leur contribution à l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient, de la France qui laisse mourir les Comoriens par milliers depuis 20 ans, en rendant impossible la traversée entre Anjouan et Mayotte, qui pourtant, au regard du droit international, est une île qui appartient à l'archipel des Comores. Quid du Maroc qui torture les prisonniers politiques sahraouis? Qu'en est-il d'Israël qui colonise illégalement les terres de Cisjordanie au mépris des droits des Palestiniens, qui enferme des mineurs gazaouis pour leur apprendre à se révolter, qui détient Salah Hamouri en faisant fi des demandes françaises, ou massacre les Palestiniens sur la ligne de démarcation? Est-ce que l'Europe respecte bien les droits de l'homme quand elle se mue en forteresse pour surtout ne pas accueillir les humains qui souffrent de la misère, de la faim, de la guerre? J'aimerais que la dénonciation des droits de l'homme fasse l'objet de la même verve pour tous les pays du monde, sans jamais que le pétrole ou quoi que ce soit d'autre serve de bâillon. Mais c'est très dérangeant, lorsque l'on s'intéresse de près à un pays comme Cuba, à voir à quel point un regard idéologique persiste dans l'observation des relations internationales. Et je vous enjoins à porter un regard neutre. Ce regard neutre est de tenter de regarder les problèmes du monde sur un pied d'égalité. Cuba a ses défauts, Cuba a ses qualités. Le rapporteur n'a-t-il pas dit lui-même que le bilan politique de cet État est globalement positif? Positif d'autant plus lorsqu'il est confronté au plus long blocus de l'histoire, qui étouffe toute marge de manœuvre. Mais ce pays mérite d'être observé avec une neutralité qui lui permettra de se sentir normal, de se sentir accepté au cœur du fameux concert des nations. Ce petit pays, d'un peu plus de 11 millions d'habitants, a été au cœur de la guerre froide et mérite aujourd'hui plus de considération que cela. L'accord proposé par l'Union européenne va, nous semble-t-il, dans le bon sens. Projet de lutte contre divers trafics, coopération pour le développement durable, et j'apprécie beaucoup les échanges qu'il y a eu sur le rôle de Cuba lors de la COP21. Pour la réduction des inégalités, tous ces projets ne doivent pas rester lettre morte. Pour que les accords commerciaux ne soient pas les seuls à être mis en avant et pour que les accords en matière de protection des humains, de protection de la nature deviennent de véritables projets, il faudra mobiliser la diplomatie française et européenne pour que tout prenne vie. Mais pour cela, le budget du Quai, déjà famelique, sera largement insuffisant dans les années à venir. On en parlera plus tard, mais on en parlera. Comme on pouvait s'y attendre, les États-Unis ont décidé de maintenir la chape de plomb sur l'île, dans le pur esprit de contradiction de Trump avec la politique d'Obama. L'Europe doit donc prendre la suite. Peut-être, nous l'avons dit tout à l'heure, et plusieurs intervenants l'ont dit, prendre la place. Pour permettre à Cuba de devenir un État caribéen qui fasse vivre sa différence. L'avenir des relations cubano-européennes pourrait être basé là-dessus. L'île caribéenne a depuis un demi-siècle une culture alternative à la nôtre. Par sa révolution, le peuple cubain a su mettre en avant une agriculture différente. J'en veux pour preuve les nombreuses expériences en agroécologie. Mais les secteurs de la médecine ou de l'éducation sont aussi très avancés. Il faudra s'appuyer sur ces savoirs pour enrichir l'Europe d'un côté, sans écraser ce petit pays par des flots de denrées européennes. Nous comptons évidemment sur l'Europe et les rapaces du libéralisme pour suivre ce Conseil. Nous ne comptons pas sur eux. L'État cubain le fera et nous resterons vigilants quant aux dérives qui pourraient découler de tels accords lorsqu'ils sont pris dans des situations aussi déséquilibrées. Avancer vers les libertés civiles permettra peut-être au régime de continuer sa révolution vers d'autres choix, toujours dans l'intérêt du peuple cubain. Les évolutions au sein de la société devront être accompagnées et l'esprit de dialogue avec lequel Raúl Castro a tenté de modifier la politique de son prédécesseur doit perdurer avec son successeur. Dans tous les cas, j'espère que les Cubains continueront à lutter pour une société plus ouverte et plus juste, et pour que l'Union européenne ne lui fasse pas la leçon. Nous avons abordé la question de la France. Moi, j'aime à dire, et la présidente de la Commission le sait, c'est que la France est un pays de l'Amérique latine, quelque part, puisque la Guyane française est en Amérique latine, et donc notre présence sur place, c'est aussi un aiguillon européen qui se situe en Amérique latine, et cette présence doit faire de la France, au sein de l'Union européenne, un pays leader dans l'amélioration des relations avec Cuba, dans le gagnant-gagnant, et surtout pas dans le donneur de leçons. Merci à vous. Merci, monsieur le député.